Et salut à tous et salut à toutes. Bienvenue une nouvelle fois dans votre émission 100% basket, 100% NBA Time Out. Alors, à l'absence de match, puisque la saison est arrêtée, on continue avec toute la team à dresser les bilans de la saison tronquée, malheureusement. Comme les dernières émissions, vous l'avez sûrement remarqué, on n'est pas en studio, on est derrière nos ordinateurs, on est confinés à la maison, comme tout le monde. On enregistre l'émission sur Zoom, du coup. Il y aura peut-être des petits décalages et peut-être des petits sons impromptus. Désolé pour les petits problèmes qu'on peut avoir. On essaie de faire au maximum comme on peut. On voulait quand même vous proposer votre dose hebdomadaire de basket. Nous aussi, ça nous manque et on voulait vraiment vous en parler. Si vous réécoutez le podcast du coup en audio, ça ne change rien pour vous. Mais si vous êtes sur YouTube, vous verrez, vous avez pas mal de. Déjà, vous avez nos têtes, ça c'est la petite nouveauté. Et puis, vous avez surtout des visuels qui ont été faits par Flavien. Tous les visuels qu'on vous propose sont dispo sur YouTube. Avant de vous présenter quand même la team qui va m'accompagner ce soir pour la nouvelle émission, je vais quand même vous faire le programme de la soirée. On est ensemble pendant une heure pour parler de ces franchises NBA qui nous ont surprises cette saison et celles qu'on attend au tournant dès l'année prochaine, pourquoi pas, qui ne sont pas forcément si loin du top et qu'on attend de pied ferme pour les prochaines saisons. La semaine dernière, on revenait avec vous sur le fond du classement, sur aussi nos déceptions. On a parlé de 6 franchises qui restaient les dernières places. Là, on va remonter un petit peu plus haut dans le classement. Sans vous faire de suspense, on va parler du Heat de Miami, on va parler des Pacers, des Dallas Mavericks aussi, des Chicago Bulls. On va parler du Magic d'Orlando, des Pels et puis des Charlotte Hornets. Pour cette nouvelle émission, je ne suis pas tout seul, comme d'habitude, j'ai un gros casting avec moi. Tout le monde n'est pas là, mais on va essayer de rejoindre tout le monde. On va commencer avec toi, Antoine, qui est là depuis le début de ce confinement. Antoine, comment ça va? Salut les gars, ça va très bien. On trouve le temps un peu long, je sais pas vous, mais ça fait plaisir de vous voir. Très fait plaisir. plaisir de t'avoir aussi pour cette émission. Juste au-dessus de toi, du coup, il y a Manu qui est là. Manu, comment ça va? Aux couleurs de Boston, comme Ouais, d'habitude. ça va, nickel, hein. J'espère que vous allez bien en ces temps un peu compliqués. Bah ouais, toujours pas de NBA, mais bon, on est là pour en parler. Et puis on espère que ça va revenir très vite. Mais bon, on n'est pas très optimiste quand même. C'est vrai, on vous tiendra au courant sur les réseaux de l'avancement de l'NBA, de comment ça peut reprendre. Ça va être compliqué, mais on va voir ça. Et puis, il y a Sam qui est là, toujours, aux couleurs de l'équipe de France cette fois-ci, Sam. Ouais, c'est pas voulu, c'est le maillot que je portais pendant le match de la finale France-Croatie. Si vous Mm. voulez Floqué voir la qui? petite Effectivement, anecdote. il y a qu'une étoile, effectivement. Donc, ouais, bah oui, c'était avant. Il est floqué ou Mais, pas? mais non, sinon, pour parler basket, ouais, on a fait un petit peu nos devoirs. On s'est remémoré un petit peu des petits moments de la saison pour fournir du contenu pertinent. Dire qu'en ce moment, normalement, on commencerait les playoffs, c'est assez rageant, c'est assez triste. Et Voilà, puis, c'est il y a Thomas Borval, du coup, qui n'est pas là, qui va sûrement nous rejoindre, parce qu'on va parler aussi des Mavs. Il a des petits problèmes techniques, on espère qu'il va nous rejoindre pendant cette émission. Les gars, comme je vous le disais, on va parler de ces équipes du milieu de classement qui nous ont pas surprises ou qu'on va attendre spécifiquement. Je vous rappelle quand même que vous pouvez nous rejoindre sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur Twitter, sur Facebook aussi. On vous a proposé de poser des questions sur Insta, notamment. Il y a quelques followers qui nous ont posé des questions. On en reparlera pendant l'émission. Les gars, on est parti pour le temps mort le plus long, le très, 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 très long. D'ailleurs, beaucoup trop long de l'NBA. On est parti pour une heure de time-out. Gets it back. Zion for four. Welcome to the NBA. Et du coup, les gars, on est là tous ensemble pendant une heure pour parler de ces équipes-là qui nous ont alors soit surpris, soit qui sont au milieu de classement. Et on va commencer justement avec une équipe qui est pile au milieu du classement, un petit peu décevant aussi. On va parler des Charlotte Hornets, les gars, pour commencer. Les Hornets, l'équipe de Nicolas Batum, qui a eu du mal, orphelin de Kemba Walker, et on a été un peu déçus, mine de rien, de cette saison des Hornets. Manu, je te vois faire l'amour. Ouais, Non, pas du tout. Enfin, moi, je suis pas du Personne tout n'est d'accord. d'accord. Euh, Moi, je les mettais bon dernier de l'Est, 15e.
parce que ouais, comme tu as dit, ils ont perdu Kemba Walker, le meilleur marqueur, meilleur scoreur de la franchise. Donc, ça laisse pas. C'est pas anodin ce genre de perte. Donc, tu t'es dit tout de suite, bon, ouais, l'année prochaine, c'est quoi? Ils ont recruté à l'été Terry Rozier pour un contrat qu'il a honoré, qu'il a bien honoré, je trouve. Mm. Et donc, ouais, ce début de saison, tu te dis, ouais, où ça va en fait? Les Hornets, et finalement, ils font, moi je trouve, une bonne saison. Il y a un projet, il y a des jeunes, comme il s'appelle, le coach Borrego, James Borrego, il a fait du bon boulot, contrairement à l'année dernière, je trouve. Enfin, il a eu des idées claires, tranchées. Marvin Williams, ça sort, ça dégage. Nicolas Batum, on va en parler de sa On va en saison, parler après. sur le banc. Sur le banc, donc voilà, vraiment des choix tranchés assez rapidement. On fait confiance à cette jeunesse, PJ Washington, Terry Rozier, Devonte Graham, la belle trouvaille de ces Hornets. Et puis voilà, ça fonctionne, ça se bat. Alors oui, c'est 10e de la conférence Est, mais voilà, il y a quelque chose, il y a un avenir et il y a un projet. Donc toutes les équipes de l'Est ne peuvent pas se targuer d'avoir un projet. Et moi, je trouve ça assez cohérent et j'ai hâte de C'est vrai, voir pour alors l'année quand je prochaine. disais déception, c'est pas, c'est vrai qu'effectivement, tu l'as dit, le chiffre qu'ils ont et les attentes qu'on avait, moi aussi, je les mettais dernier à l'Est. Quand je dis déception, c'est parce que on connaît le potentiel des Hornets aussi et que avec ce qu'ils nous avaient montré avant, là, ils repartent justement sans Kemba avec, tu l'as dit, Terry Rozier. Alors, on vous a mis le 5 majeur avec Graham, Bridge, PJ Washington notamment et Zeller à l'intérieur. Sam, de ces Hornets, t'en penses quoi, toi? Je le rappelle, 23 victoires, 42 défaites, 10e à l'Est. On se rappelle déjà de la première émission de Time Out de cette année, avec ce pronostic de Thomas qui nous disait qu'il n'y croyait pas du tout au point de leur donner seulement 14 wins cette saison. Donc ça montre quand même, voilà, ça montre quand même le parcours et que ouais, Charlotte, moi je la mets carrément plus dans la limite la catégorie des surprises que des déceptions ou équipes qu'on entend. Avec des mecs, Rosière et Graham, les deux, ils sont à 18 points de moyenne, donc c'est quand même costaud. Tu en as 2-3 autres en dessous qui sont à 13, 11 et 12. C'est Zeller, Washington et Miles Bridges, je Ouais. crois. C'est intéressant ce qu'ils font cette saison quand tu sais qu'ils ont perdu Kemba, comme a dit Manu. C'est une équipe qui, aujourd'hui, elle est devant des équipes comme Chicago et Atlanta, quand même. Et Détroit. Chicago, Détroit et Atlanta, même si on connaît tout le contexte de ces équipes-là, fallait le faire et personne ne le voyait. Maintenant, moi, je vais amener un petit peu de nuance peut-être par rapport à ce qu'a dit Manu sur le projet. C'est bien. Tu t'es débarrassé de Marvin Williams qui était un peu le vétéran. Il y a Nicolas Batum qui est toujours là. C'est bien d'avoir plein de jeunes. Mais tu construis sur qui exactement? Qui est le leader? Ça, on ne sait pas. Moi, justement, j'avais prévu dans mes notes de poser la question, c'est quoi vraiment le projet de Charlotte, même si on est satisfait de ce qui se passe cette année? Peut-être qu'Antoine est d'accord, je sais pas. Je suis assez d'accord avec toi. Je pense qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont du talent. Maintenant, c'est à trouver lequel a le plus de talent et le profil pour porter l'équipe, pour passer ces deux Ouais, spots qui ils ont, manquent pour ils aller ont en trois playoff. joueurs qui sont nés en 98, PJ Washington, Miles Bridges, du coup, et Malik Monk. C'est les trois plus jeunes avec euh, Terry Rozier et Devonte Graham qui est sur sa deuxième saison NBA, Devonte Graham aussi. Donc, on peut lui faire confiance. Il a explosé cette saison, gros Bah, candidat au il a MIP. explosé et puis il s'est quand même vachement calmé depuis. Je trouve il a eu son momentum, mais depuis, c'est quand même vachement calmé. Je trouve Devonte Graham, pour sa moyenne de points, je crois qu'il a une 18 18, points ouais. à peu près. Parce qu'il a eu une grosse période où il dépassait souvent la barre des vingtaines, mais sinon, Ouais, depuis, ça ça s'est quand même correspond avec développé. le moment où Rosière est mieux revenu, justement, je crois. Donc, vous faites pas forcément confiance à Devonte Graham C'est pour jeune, porter c'est Ouais, tôt, dans le c'est c'est très futur. jeune. très tôt. C'est Ouais. très très tôt. Il faut voir un petit peu. Après, là, on sait que là, les Hornets cet été auront du cap, puisque je crois que le contrat de Biyombo il se termine là. J'espère pour eux en tout cas. Ils ont pas Ouais, mal de c'était contrats un 17 peu millions. Ouais. dégueux qui vont partir et ça peut être que bénéfique pour eux. Après, c'est une Ils équipe ont qui leur pic de drafte draft aussi, hein. relativement bien aussi. Donc, avec un effectif qui joue bien au basket, qui a des idées, voilà, qui a des idées, qui défend pas extrêmement bien, qui attaque pas extrêmement bien, mais sinon, c'est pas non plus catastrophique. Ça va sur un chemin assez intéressant. On va suivre ça. Manu, tu l'évoquais, on en a pas mal parlé dans notre émission spéciale joueurs français, mais parlons-en aussi encore un petit peu. On ne peut pas parler des Hornets, la franchise de Michael Jordan, sans parler de Nicolas Batum, hein, alors lui, pour le coup, on peut parler de grosses déceptions, hein.
sans trop de problèmes. C'est catastrophique, c'est sa pire saison en carrière, 3,6 points, j'ai même pas envie de parler de ses stats. L'impression visuelle que voilà, on le sentait déjà venir l'année dernière d'un joueur complètement absent sur le terrain, pas motivé. Tu le sentais vraiment amorphe en fait, et tu ne retrouvais pas du tout le Nicolas Batum au moment où il signe son énorme contrat. Voilà, souvent on pointe du doigt son énorme contrat à juste titre, mais on n'en est même plus là en fait. Il ne fait pas les minima, il n'a plus la tête à jouer au basket. Je sais pas, moi je sais pas ce qui se passe avec Nicolas Batum. Et, on pointait du doigt James Borrego, on disait oui, il ne le met pas dans les meilleures conditions, tout ça. À un moment donné, quand tu es sur le terrain, tu te caches dans les corners, tu prends pas. Voilà, tu es Nicolas Batum, tu as un background, tu as un CV. Enfin, il faut t'imposer un moment. C'est pas normal que Terry Rozier, Devante Graham, ils accaparent comme ça la balle. Et puis, enfin, tu as l'impression que c'est un rookie. Donc, J'ai toujours trouvé trop pire précis. saison en carrière, moi, je l'ai trouvé horrible dans l'attitude. Et voilà, et ça a été très clair. Le choix du front office, des Jordan, tout ça, c'est salut terminé. Mais ce qui est dommage, c'est qu'il lui reste encore un gros contrat. Une dernière année, en tout cas, je crois qu'il est à 27 millions. 27, ouais. Player option à 27, il va la prendre. Voilà, c'est logique. Donc, malheureusement pour lui, ça va être très compliqué de trouver une alternative parce que pour trade un contrat pareil, Ça va être compliqué. ça va être galère. Donc, il va encore traîner son spin, je pense, à Hornets. Et puis, en attendant, peut-être l'année prochaine, d'aller signer ailleurs et d'être libéré. Parce que je pense que ce gros contrat, ça doit le peser. Ça doit le peser. T'es content de signer un énorme contrat, mais derrière, il y a tout. De moins en moins sur la fin, je pense aussi. Comment ça? De moins en moins sur la fin, genre autant quand tu signes ton gros contrat, il arrive à Charlotte, il fait une bonne saison à Charlotte. Les premières qu'il fait, la première et demie, elle est bonne, mais ensuite, plus la fin de son Le temps contrat passe. proche, moi il est bon, peut-être que ça passe aussi. Et Non, peut-être juste pour finir sur pour terminer Charlotte ça, moi. et pour reprendre ce qu'a dit Manu, moi ce qui me dérange le plus, c'est même pas qu'il soit pas bon ou qu'il rate des shoots. C'est comme Manu a dit, c'est cette attitude, mais le mec s'en fout d'être là. C'est pas son problème le basket, c'est plus on dirait que bon, ok, voilà. Et même en interview. Je me balade, les mecs ils ont misé sur Watt. Hein. Mais alors cette année, il a fini dans le Charlotte Observer, il a dit très clairement, enfin il a dit oui que voilà, il répond pas du tout aux attentes. Et merci. Enfin, Et tu il fais s'excusait aussi. même ta saison s'excusait, rookie, ouais. t'as pas fait des stats pareils. Donc évidemment que t'es décevant et évidemment il va falloir faire autre chose parce que ça, franchement ça la fout mal. Même on a vu d'ailleurs son dernier match, les gars, son dernier match était à Paris. Après terminé. Après il a plus joué. C'était son tour d'honneur un petit peu à Nicolas Batum. Effectivement, du côté des Hornets, saison compliquée pour lui. Les Hornets, on l'a dit, un 10e pour l'instant, c'est un peu mieux que ce à quoi on s'attendait avec le départ de Kemba, hein, qui est tout simplement le meilleur marqueur, le meilleur joueur de cette franchise des Hornets, hein, voilà, de l'histoire. À voir comment ça va se passer. On mise sur des jeunes avec PJ Washington, Bridges, même Devonte Graham, qui est que sur sa Malik Monk, 24 ans, mais qui est que sur sa deuxième saison NBA. Malik Monk, qui a les faveurs de Jordan, qui lui met des petites claques de temps J'ai en revu la temps. vidéo. Et on n'oublie pas. Je vous propose, les gars, de passer à une autre franchise à l'Est toujours. Sam, tu l'évoquais, et en plus, c'est ta franchise de cœur. Hein. Ça tombe bien. Les gars, on va parler des Chicago Bulls maintenant. Les Bulls, justement, qui sont 11e derrière les Hornets avec 22 victoires, 43 défaites au moment où on enregistre l'émission. Sam, qu'est-ce que tu peux nous dire de ces Bulls-là? Est-ce que tu les attendais, qu'est-ce que tu en attendais tout simplement de cette saison? J'attendais forcément plus que ça. Je pense que tout le monde attendait forcément plus que ça. Il y a un contexte qui explique certaines choses et qui n'en explique pas d'autres, qui ne justifie pas. Malgré tout ce qui s'est passé cette saison, par exemple, je trouve ça pas normal que les Hornets soient devant Chicago. On va recontextualiser un petit peu tout ça. Chicago a eu 2 pics de draft où ils ont été franchement intelligents. Tu prends Kobe White et Daniel Gafford, qui je trouve sont 2 joueurs très intéressants et sur lesquels il faudra compter plus tard. Tu commences la saison avec un potentiel 5 hein, sur le papier. Chris Dunn, Zach LaVine, Otto Porter, Lauri Markkanen, Wendell Carter Jr. Donc sur le papier, c'est quand même très intéressant. Avec sur le banc, entre guillemets, potentiellement Kobe White, Adeusz Young, Denzel Valentine, Thomas Satoransky, par exemple. Je ne vais pas citer tout l'effectif.
Il y a de quoi faire. Après, voilà. Alors, même s'il ne faisait pas un bon début de saison, il faut être très honnête, il ne faisait pas un bon début de saison, tu perds rapidement Markkanen sur blessure. Soit ta deuxième option offensive, et ça, c'est forcément un coup dur, ça remet forcément tes plans, ça chamboule tout en gros. La première option offensive, c'est Zach LaVine. Ensuite, tu perds Wendell Carter Junior, Wendell Carter Junior, qui lui, pour le coup, il faisait un début de saison monstrueux. On en avait parlé sur une émission sur les 3 ou 4 premières semaines. Il était impressionnant. Tu as aussi Chris Dunn qui est absent quelques matchs, qui a amené un impact notamment défensif. À un moment donné, c'était le meilleur intercepteur de la ligue. Donc, je comprends que pour Boylen, tout ça soit dur, qu'avec tout ça, ça doit être dur de s'adapter. Mais il y a eu des choix à faire et j'ai eu l'impression que soit il n'en a pas fait, soit que ce n'était pas les bons. Je vais prendre un exemple qui est pour moi le plus flagrant et qui n'a pas été amélioré sur toute la saison de Chicago, c'est les fins de match. La gestion des fins de match, voilà, c'est assez incroyable. Tu gagnes pas un money time, je crois, à part le truc de ouf qui s'est passé à Charlotte, pour ceux qui s'en rappellent, avec LaVine et qui récupère 2 fois le ballon. Enfin, c'était n'importe quoi. Mais à part ça, tu gères pas une fin de match bien. Et le résultat, c'est quoi? Parce qu'il faut parler un petit peu des stats. 0 victoire contre le top 8 à l'Est. 0. Pas possible. Même ceux qui sont derrière, ils l'ont fait, tu vois. Donc, tu te rends compte trop tard qu'il faut installer Kobe White. Tu donnes pas assez de minutes à Gafford, alors que Felicio, il joue 17 minutes par match. 17 minutes par match. Il y a plein de choses qui vont pas malgré le contexte. Donc, c'est globalement décevant. Et oui, on les attend au tournoi la saison prochaine. Désolé si j'ai été trop long. T'inquiète, on sait que c'est ta franchise de cœur aussi. Les gars, tu parlais de ce contexte-là. C'est vrai qu'on a vu pas mal de rumeurs et pas mal d'images aussi avec le coach, les problèmes d'effectifs et les problèmes relationnels que pouvait avoir l'effectif avec le coach. Là, récemment, même encore aujourd'hui, on a appris que du coup, Gar Forman avait été évincé. John Paxton devrait bouger lui aussi et que du coup, Arturas Karnisovas arrive Il était à sur Denver. l'ex-GM de Denver qui arrive aux Bulls en tant que vice-président d'opération basket, etc. Le contexte, effectivement, n'est pas optimal pour les Bulls, Manu. Le contexte, ouais, on a vu qu'il fallait faire des choix. À un moment donné, quand pendant X années, c'est la merde sur le terrain, c'est que ça veut dire que ça bosse mal dans les bureaux. Donc, voilà, comme tu as dit, Garford, ça faisait 22 ans qu'il était aux commandes. Bon, voilà, faut que ça gicle. Tout ça, voilà, ils ont installé des coachs. Frédéric Berg, il est resté beaucoup trop longtemps et c'est une pipe. Jim Boylan, il vient de la fac, mais voilà, c'est compliqué. C'est un mec qui est à l'ancienne, un style de direction à l'ancienne, et on a vu, on a vu pas mal de fois cette année où voilà, il y avait des frictions. Je pense en termes de management, c'est pas adapté avec cette équipe, ou en tout cas avec peut-être l'année NBA, on ne sait pas. Donc ouais, il faut faire des choix. Ça commence donc par le front office. Et puis attention, Jim Boylan, normalement, il devrait suivre. Donc voilà, déjà, avant même de parler du terrain, il faut parler des bureaux. Et voilà, il faut commencer par là pour vraiment installer quelque chose de cohérent des bureaux jusque sur le terrain, toi. Après, juste un petit truc avant de laisser Antoine, pour ramener un minimum de positif, on a aujourd'hui un bilan qui est déjà le même, meilleur que celui de l'année dernière. On avait 22 victoires l'année dernière, là on en a 22 et il restait potentiellement 20 matchs, il me semble. Donc, il y a du mieux, Il y a du mais progrès, effectivement. pas comme on le voulait. Antoine, pour terminer sur ces Bulls-là, Sam le disait, on progresse, mais c'est toujours assez loin des standards des Bulls, en tout cas. Surtout sur les dernières années avec c'est dommage parce que quand tu regardes cet effectif-là, il est jeune, il a du talent, il a du QI basket, il a de l'expérience aussi. Pas beaucoup, mais il en a. Je pense que des mecs comme Thaddeus Young, quand il est arrivé cet été, c'était un bon choix. Autoporteur via un trade, c'était un bon choix. Après, je vois que Manu n'est pas d'accord. Après, j'ai juste un petit problème avec le coach, c'est ses rotations. Ça, mais il sera plus à même d'en parler. Et aussi, j'ai pas mal de réticence à placer Zach LaVine je vois pas Zach LaVine en tant que franchise player, clairement pas. Que ce soit à Chicago ou ailleurs, je le vois beaucoup se tâter dans le vide. Mais après, je pense que je regarde beaucoup moins de matchs que ça. Mais c'est pour ça que je préfère qu'il réponde à cette question s'il a une réponse. On parle souvent des franchises, Zach LaVine. Je suis d'accord avec toi. On va dire que sur le long terme, Zach LaVine, ça ne peut pas être un mec qui, 3-4 ans, est franchise player d'une équipe qui joue les playoffs. Ça, c'est clair.
Maintenant, je pense que ça suffisait pour cette année, on va dire ça. Tu peux viser les playoffs avec Zach LaVine, franchise player. Il fait une grosse saison Ah ouais, en avec termes de 25 points stats de moyenne, ouais, c'est vrai que tu et peux. sur le plan individuel, mais je te rejoins totalement sur le scorer dans le vide. C'est une machine à mettre des paniers, mais collectivement, c'est bof parce que les gens vont me dire ouais, il fait 5-6 passes. Il fait la passe que quand il se rend compte qu'il ne peut pas jouer son 1 contre 1 ou qu'il n'a aucun shoot ou step back à prendre. C'est compliqué parce que c'est difficile à critiquer un joueur qui met 25 points par match. Mais franchement, on a vu, on a vu un joueur, on a vu plus souvent des joueurs de ce calibre-là. Quand je dis calibre, c'est qui mettent 25 points par match, faire mieux jouer l'équipe, avoir un meilleur bilan et être plus intéressant, quoi. Et bah, on va suivre ça, tu l'as dit, Sam, un meilleur, enfin, un bilan égalé en tout cas par rapport à la saison. On est sur un progrès et ça va être intéressant à suivre avec Chris Dunn aussi, pour terminer, hein, qui déclarait Ouais, là cette semaine faut pas dormir sur qui, Chris Dunn, les gars. qui se Non, voyait potentiellement rookie de l'année à la place de Ja Morant ou de Là, Zion. tu parles de Kobe White, là, par contre. Ouais, Euh, Kobe White. Chris Dunn, ça fait 4 ans qu'il est, je Ouais. crois. Il a ouais. été rookie du mois. Il a été rookie du dernier mois, Kobe. oui, pardon. J'ai mélangé. Les gars, on va s'arrêter là pour les Bulls. On va enchaîner tout de suite Time out. avec une autre franchise. Tu l'as dit, time out. Et on se retrouve tout de suite pour parler d'une autre franchise. À tout de suite. Surprise, motherfucker. Les gars, on est de retour sur le plateau. Enfin, le plateau, non, mais sur Time Out, l'émission 100% NBA, 100% basket. On est sur la deuxième partie d'émission, hein, les belles surprises de cette saison. Il y a Thomas qui nous a rejoint. Salut à toi, Thomas. Tu as des petits problèmes techniques au début, mais on fait comme on peut, hein, sur l'émission. Ça nous fait plaisir de te retrouver. Comme par hasard, Thomas, il n'était pas là quand on parlait de Charlotte. Hein. Comme par hasard. J'aimerais bien plus de les voir, d'en parler en plus. Les gars, on va enchaîner du coup avec les belles surprises et parmi ces, en tout cas les surprises, parmi ces surprises, on va terminer par la plus belle, on va dire, mais on va commencer tout de suite avec les Pelicans de la Nouvelle-Orléans qui sont 10e de la conférence Ouest. Mais pour le coup, eux, plutôt pas mal quand même, mine de rien, avec l'effectif qu'ils ont, même s'ils ont recruté Zion Williamson. On vous met d'ailleurs les stats et puis la petite fiche des Pels. 10e à l'Ouest avec 28 victoires, 36 défaites. Pour l'instant, c'est plutôt pas trop mal de ce qu'on voit. Tiens, on va commencer par toi, Thomas. Une équipe de l'Ouest, les Pels, plutôt pas mal. Ouais, clairement, hein, c'est honorable, c'est une équipe jeune, c'est fun à voir jouer. Après, Deuxième puissance de la NBA, ouais, c'est vrai. Ouais, voilà, ils ont pas. Par contre, ils ont vraiment aucune défense. Après, ils jouent pas là-dessus. Mais ouais, après, il y a le gros plus de Brandon Ingram, c'est vraiment la surprise de la saison pour moi. Je m'attendais pas à ce qu'il soit à ce niveau-là, franchement. Et l'arrivée de Zion Williamson qui a été blessé pendant très longtemps, on a vu la diff, quoi. Donc ouais, c'est très très prometteur. Et voilà, quoi. Franchement, t'attends la suite paisiblement, on va dire. Et surtout, hein, avec tous les trades, l'après d'Anthony Davis, en tout cas, était plutôt pas trop mal géré avec les nouveaux joueurs qui sont arrivés, Lonzo Ball notamment, Josh Hart aussi, Zion qui est revenu. C'est vrai que tu l'as dit, il y a le futur, en tout cas, il y a pas mal de jeunes et le futur s'annonce pour l'instant plutôt pas trop mal. Manu, toi, les Pels, qu'est-ce que ça te fait là, de les voir jouer comme ça et le retour de Zion notamment? Hypé de fou. C'était le mot, hein, cet été, hype. Enfin de la hype aux Pelicans, tu m'étonnes quand tu as Zion ou Freak qui arrive dans les parages. Du coup, dès le début de saison, on a été un petit peu déçu tout de suite de voir Zion blessé, donc de voir cette équipe un petit peu amoindrie. Mais comme l'a dit Thomas, il y a Ingram, Joe Holiday qui ont contenu la baraque, mais ils ont enchaîné pas mal de défaites. Comme tu as dit, ça jouait pas du tout bien. Ça défendait très très mal et ça se prenait des roustes. Mais la machine s'est lancée. On a vu des automatismes. Lonzo Ball monter en régime. J'ai bien aimé sa saison à Lonzo Ball. Et ouais, du coup, en janvier, il me semble, contre les Spurs, donc tu as Zion qui arrive et puis qui écrabouille tout.
tout sur son Justement, passage. ces stats, Et, on les a, on vous les affiche là. on voit la C'est assez impressionnant pour le jeune rookie, du coup, qui a loupé une bonne partie de la saison et on l'attendait fort et au final, il est très fort, hein, comme on l'attendait. On vous met ces stats-là. Sam, toi, parlons de Zion. Est-ce que déjà tu as regardé son premier match? Est-ce que tu faisais partie de ceux qui s'étaient levés pour Bien regarder sûr, son premier match? bien sûr. Alors après, je ne l'ai pas regardé en entier parce que ça a fini tard. Moi, j'ai trop du mal à finir les matchs, à T'as tout rester loupé alors. réveillé. Mais, Là, il a marqué mais, toi à la fin, donc. oui, non, j'ai vu, ouais, c'est vrai en plus, c'est vrai. J'ai vu le début, j'ai regardé l'highlight le lendemain pour bien me refaire tout ça. Mais non, c'est intéressant les Pels, d'autant plus qu'ils sont à l'ouest. Maintenant, ils font partie de ces équipes. Tu sais, il y a une catégorie d'équipes qui aspirent à être playoffables prochainement avec Memphis, Sacramento, Phoenix. En début de saison, on mettait Dallas, mais Dallas, ils ont un certain joueur qui fait que ça allait un petit peu plus rapidement. Moi, je veux juste revenir peut-être sur deux choses. La première, Ingram. Moi, c'est pas une surprise, Ingram. Je me dis pas waouh. Je me dis enfin, parce que ça se voyait. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, ça se voyait. Pour moi, Ingram, je l'appelle Young Kevin Durant. Il me fait trop penser à Kevin Durant. Et j'attendais qu'une seule chose, c'était qu'il explose et qu'il ait des stats et qu'il montre ce dont il était capable. Et ça l'a fait cette saison. Il est candidat plus que plausible pour le MIP. Donc, c'est intéressant, cette équipe des Pels. Il manque peut-être juste un petit peu d'expérience. Je dirais, il y a JJ Redick, il y a des mecs comme Jrue Holiday, Derrick Favors, ok. Mais peut-être qu'il manque un gros joueur en plus, même si c'est déjà pas mal. Petite parenthèse, j'ai envie de dire un petit truc. J'aime beaucoup l'apport moi du rookie Nicolo Melli, l'italien, Ouais. que je trouve Intéressant, intéressant. effectivement. C'est un gros qui shoot et qui est aussi capable de faire pas mal d'autres choses. Donc il est intéressant. Et sachez un truc, il a 30 ans, hein, Nicolo Melli. Il est rookie, mais il a 30 ans. Il a fait une sacrée carrière en Europe. Puis là, il a débarqué en NBA. Parlons peut-être un peu du front office aussi, les gars, on parle du coach aussi. Voilà, il y a un gros travail qui a été fait pour terminer là-dessus, hein, sur ces Pels-là. Et c'est ce qui leur permet maintenant de prétendre à des playoffs prochainement, alors qu'on ne les attendait pas forcément. Après Anthony Davis, c'est toujours compliqué pour une franchise, hein, de se séparer. On l'a vu avec Charlotte et Kemba Walker. Là, les Pels, le virage, il l'enchaîne plutôt pas mal. Manu, je sais pas, sur ce front office, sur le coach aussi, qu'est-ce que tu peux nous dire de ces Pels-là? Ils ont fait les bons choix. J'ai plus le nom du GM David qui Griffin. était activement. David David Griffin. Griffin, ouais. À peine arrivé, lui, le gros lot, il a tiré au loto. Ça a tout changé en fait. C'est ce premier choix tour de draft. Il devait être septième normalement à la loterie. Finalement, ils sont premiers. Ça, c'est vraiment un virage indélébile pour cette franchise, je pense, parce que tu construis ton futur sur Zion Williamson, sur un numéro 1 de choix draft qui normalement devrait, si tout va bien, on touche du bois, en bonne santé, devrait tout écrabouiller. Donc voilà, ça a commencé par là. Puis après, ça a fait les bons choix. Le trade d'Anthony Davis, ils l'ont plutôt bien géré, je trouve, très bien géré même. Ils ont récupéré des très bons joueurs à potentiel, en bonne santé. Ouais, c'est bien. Puis après, il va falloir peut-être se poser la question, mettre le nom. Putain, j'ai plus le nom, le coach le coach Alvin Gentry. Alvin Gentry, c'est ce bon vieux Alvin Gentry. Pareil, lui, on a vu des bonnes choses. Anthony Davis, Cousins, c'était pas mal, c'était intéressant. Moi, j'ai bien aimé sa saison-là. Son coaching, c'était assez intéressant. Son coaching cette saison n'est pas dégueulasse, loin de là. Je trouve que ses rotations sont plutôt cohérentes, même si il va falloir trouver peut-être, comme tu as dit Sam, de l'expérience, un petit peu plus cadrer ces jeunes. Mais lui, je trouve que c'est un bon coach pour essayer de faire progresser les jeunes. On l'a vu, hein, cette saison Ingram, c'est exceptionnel quand même. Donc, Et on aurait pu effectivement le mais ils ont mettre les pièces. Ils ont les pièces en- pour construire quelque chose. Après avoir, voilà, à un moment donné, faudra atteindre les playoffs, quoi. Donc, pourquoi pas avec ce matos-là, mais le futur, le temps. Ils ont tout le temps Ah, devant eux. mais si tu développes bien le duo Ingram-Zion avec un Lonzo Ball, Ouais. JJ Redick, là, qui deviennent huilés collectivement, franchement, ça peut faire mal, hein.
Et c'est plutôt clairement. pas mal, effectivement. Et on va terminer là-dessus, sur ces Pels-là, parce qu'on a d'autres franchises à parler. Mais c'est vrai que au niveau du futur, on aurait pu mettre Ingram aussi, hein, dans les joueurs qu'on veut mettre en avant. C'est vrai qu'on a choisi Zion parce que phénomène, et surtout qu'il a prouvé qu'il méritait la hype qu'il avait en début de saison. Et on vous invite, hein, à suivre véritablement, si vous ne le faites pas déjà, à suivre. C'est une équipe, comme on dit, le League Pass. On aime bien regarder cette franchise chaque soir qui joue. On va passer à un autre phénomène aussi. Du coup, lui, c'est sa deuxième saison. Et du coup, avec son équipe, on en parlait un peu la dernière fois aussi, mais on est obligé d'en parler. On va parler des Dallas Mavericks. Et tant mieux que Thomas nous ait rejoint. Rapidement, les gars, les Mavs avec un Luka Doncic qui nous font plaisir aussi, mine de rien, qui sont. Est-ce que vous les attendiez aussi haut? Est-ce que je vais commencer par toi, Thomas? Est-ce que tu les voyais, même si je sais que ton avis n'est pas forcément très objectif, est-ce que tu les voyais aussi haut à ce niveau-là? Comment tu les sentais, toi, ces Mavs? Honnêtement, moi, je les voyais à cette place-là. Mais moi, je les voyais en playoff au début de la saison. Après, c'est peut-être parce que voilà, je suis fan, etc. Donc, comme tu dis, c'est peut-être pas très objectif. Mais par contre, je ne les voyais pas avec autant de victoires. Je ne les voyais pas développer un jeu pareil. Parce que, au même titre que les Pelicans, c'est très plaisant à voir jouer. Ça shoot bien, ça se passe la balle, etc. Mais moi, le truc que j'aime par-dessus tout, en fait, et je ne vais pas parler de Luka Doncic parce qu'on sait, on a vu, machin, et tout, on en parle beaucoup. Moi, je vais parler plutôt de Porzingis, en fait, et j'ai beaucoup aimé son apport quand Doncic n'était pas là, justement. Et il a tenu les Mavs. Il y a eu des victoires à Milwaukee, il y a eu des victoires chez les Sixers, etc. Et quand Luka Doncic n'est pas là, il tient la baraque, c'est le franchise player. Et ça me rappelle un peu les années qu'il avait à New York. Et Voilà. justement, ça a permis, tu l'as dit, hein, de voir le potentiel de ces Mavs qui avaient qu'on ne savait pas trop comment situer. Ils ont été chercher des grosses victoires, mine de rien, et ils nous ont prouvé qu'ils faisaient partie de ces franchises qu'il fallait Mais en fait, respecter aussi cette saison. voilà, et ce qui est bien, c'est que chacun a son rôle et chacun le connaît et chacun le fait très bien, en fait. Par exemple, Tim Hardaway Junior, quand il est arrivé, moi j'avais un peu peur et finalement là il s'accommode très bien au rôle qu'il a à Dallas. C'est Curry, il est parfait aussi dans son rôle de shooter. Il tourne à 45% à 3 points, c'est énorme. Voilà, tout le monde sait ce qu'il doit faire et tout le monde le fait très bien. Et mon petit chouchou Dorian Finney-Smith aussi, il est parfait, il apporte de la défense comme Maxi Kleber, etc. Les Donc, Beurs, moi j'ai rien à Bronson. dire. Sam, justement, ces Mavs-là, une question, hein, tu les attendais aussi haut, aussi bien, septième, hein, pour l'instant à l'Ouest. Je, je me rappelle plus exactement où je les avais mis, donc je vais pas mentir. Mais j'étais très hypé. J'avais beaucoup genre pour moi c'était possible parce que je voyais un Luka Doncic très haut, pas aussi haut que ce qu'il a fait cette saison, parce que là il est top 4, top 3 candidat au MVP, personne je pense ça le voyait peut-être à ce point, à part peut-être Thomas. Non, Faut même pas pas. négliger, faut pas négliger la baguette de Rick Carlisle aussi qui fait un gros travail. C'est franchement impressionnant parce que tu parles de ces matchs sans Doncic. Oui, il y avait Porzingis, mais c'est aussi Rick Carlisle qui a créé une identité de jeu qui a fait Bien sûr. qu'ils ont joué des gros sans Luka Doncic et qu'ils ont produit du jeu. Tu as cité les joueurs, je rajouterais aussi Delon Wright et Jalen Bronson qui, franchement, genre, c'est trop bien huilé. Tu as l'impression que les mecs ils jouent ensemble depuis 4 ans. Quoi. C'est ça. Antoine, ces Mavs, alors on vous a mis les stats aussi de Luka Doncic. Forcément, tu parlais de Porzingis, mais s'il y a un homme qui représente bien ces Mavs actuellement, Luka, impossible de ne pas parler de Luka Doncic. Même si on en parle toutes les semaines, j'ai l'impression, mais c'est impossible de passer à côté de lui. Antoine, Ça, les Mavs et Luka notamment. les Mavs et Luka, j'aurais préféré dire Luka et notre équipe, mais bon, ça, je pense que je vais avoir le droit pour les 15 prochaines années. Non, non, Désolé de te lancer là-dessus, Antoine. non, c'est le jeu, c'est le jeu. On assume ses erreurs. Et enfin, même si moi j'ai rien fait personnellement, mais non, pour en venir vraiment au jeu pur, c'est une équipe qui est extrêmement agréable à regarder. Thomas a déjà tout dit. Puis ce qui est au-delà de Luka, qui est incroyablement serein pour son âge, ce qui m'impressionne le plus, voilà, c'est la qualité
Rick Carlisle a fait ressortir tous les role-players qui sont autour de la doublette Luka-Kristaps. Quand on va voir un soir, ça va être un Justin Jackson, un soir, ça va être un Tim Hardaway Jr., comme l'a encore dit très justement Thomas. Il est parfait dans son rôle, il a des pourcentages qui sont extrêmement intéressants. Il est un petit peu sorti de cette catégorie d'arrière-scoreur, un petit peu lambda, si on peut dire ça comme ça, un vrai role-player intéressant pour une équipe qui joue les playoffs. Et c'est que du positif pour la suite. Je pense que tout a vraiment été dit sur Dallas. Et bon, alors, même s'il n'y aura pas forcément de playoffs cette saison, est-ce qu'ils sont encore loin du top? Là, ils sont 7e pour l'instant à l'Ouest. Est-ce qu'il y a vraiment une marge d'écart entre eux et mettons le deuxième à l'Ouest, c'est les Clippers à ce moment-là, il me semble. Est-ce qu'il y a vraiment une classe d'écart encore pour l'instant? On a vu qu'ils étaient capables de battre n'importe qui. Maintenant, je pense que sur 7 matchs, il y a encore des équipes qui sont inatteignables. Je pense aux Lakers, je pense aux Clippers et je pense aux Bucks principalement. Après, je pense que le reste, on ne sait jamais, quoi. Ça peut être intriguant, par exemple, un Denver-Dallas en playoff. Oh, de ouf. Ouais. De ouf. Ça serait une belle opposition de style. Et c'est dommage qu'on loupe ça. Mais c'est vrai que voilà, on va passer assez rapidement parce qu'on a pas mal parlé des Mavs cette saison. Ça fait partie aussi des équipes qu'on a aimé suivre, faut le dire, avec Doncic, Porzingis, Tim Hardaway qui a pris feu sur certains matchs. Et c'est vrai que équipe aussi à suivre tout au long de la saison et l'année prochaine, qui font partie de nos belles surprises, 7e à l'Ouest. Les gars, je vous propose sans plus tarder pour la fin de cette émission, il nous reste encore 2 franchises à voir. On va cette fois-ci retourner dans l'Est des États-Unis. On va parler d'une équipe qui s'appelle Indiana, les Pacers. Les gars, les Pacers, mine de rien, même sans Oladipo, ça reste toujours playoffable et ça reste toujours au top. Comment expliquer ça? Comment voir ces Pacers-là? Personnellement, je suis étonné. Je ne les attendais pas aussi bons encore cette saison, surtout avec la blessure d'Oladipo. Je pensais que ça allait se casser la gueule, tout simplement. Non. C'est ce qu'on Sam, te disait va aussi. approuver. C'est ce qu'on disait aussi l'année dernière. Sans Oladipo, on ne les voyait pas. Mais il va falloir commencer à respecter Macmillan, le Indiana qui fait du sacré boulot aussi. Même s'il y a aussi des joueurs qui ont fait leur affirmation. Alors, tu commences la saison sans Oladipo. Tu te dis, bon, j'attends beaucoup de Miles Turner. Finalement, Miles Turner, il fait une bonne saison, mais il n'est pas là où tu l'attends. Enfin, ça, c'est mon ressenti. Et ce n'est pas lui qui te porte parce que tu as un mec qui s'appelle Domantas Sabonis qui te fait une saison de All-Star. Qui est absolument monstrueux. Je pense qu'il n'y a même pas besoin de revenir dessus. Et puis Indiana joue le jeu qu'il jouait l'année dernière et Indiana se retrouve 5e à l'Est, devant Philadelphie notamment. C'est assez impressionnant quand même, mine de rien. Alors que, on vous met là, l'effectif là, le 5 majeur des Pacers avec Sabonis, tu l'as dit, Turner, la raquette, et puis Brogdon, Warren, Jeremy Lamb aussi. C'est pas forcément des noms ronflants de la NBA, et pourtant ils sont playoffables. Manu? Ouais, j'en parlais cette saison, toi, de cette équipe via un joueur, TJ McConnell, que moi, j'ai adoré voir ce joueur évoluer, même cette équipe dans l'ensemble, parce qu'il lâche rien du tout à l'image de TJ McConnell. C'est un mec qui va au charbon et qui joue juste, je trouve. Moi, je le trouve vraiment agréable à avoir joué, ce mec. Et il représente bien assez ce banc, ce collectif des Pacers qui jouent assez lentement, une pace assez lente, il me semble. Mais ça joue juste, ça se fait confiance. Ouais, la belle intégration de comment il s'appelle, Malcolm Brogdon, Jeremy Lamb, pareil, lui aussi, alors vraiment dégoûté parce que fin de saison et grave blessure pour lui, donc c'est assez sale. Mais ouais, bonne saison avec un Victor Oladipo qui est revenu, il n'était pas si ouf que ça. Hein, quand tu as loupé plus d'1 an de terrain, on peut le dire. Ouais, il était horrible, c'est vrai. Donc voilà, c'était dur. C'est pas facile de revenir sur les terrains comme ça.
Mais voilà, c'est une équipe qui se fait confiance à l'image voilà, de Macmillan. Ça fait un moment qu'il est sur le banc et puis elle a créé une identité, voilà, des nouvelles intégrations. Ben, voilà, il s'imprègne, il garde ce même style de jeu et Domantas Sabonis qui est peut-être clairement le visage maintenant de cette franchise avec Oladipo parce que je pense qu'on n'a pas encore vu le réel potentiel de ce mec. Hein. Moi, je le trouve très sous-estimé, Domantas Sabonis. C'est vrai, et ça fait partie des, des candidats MIP aussi cette saison. Sabonis, j'ai l'impression que quand il est dans la raquette, il marque, c'est sûr et certain qu'il marque. Il À se l'ancienne, en trouve, plus. peu importe qui le défend, hein, peu importe qui le défend. C'est vrai qu'il a cette faculté, en plus assez facilement. On Il a joue old l'impression qu'il school, en force plus. en fait. C'est pas mal. Antoine, j'ai une question pour toi. Du coup, pour terminer sur ces Pacers-là qui sont pour l'instant 5e à l'Est, on l'a dit, qui restent qui reste une franchise correcte de l'Est depuis pas mal de saisons, mais il leur manque un truc pour passer l'étape d'après, pour faire des finales de conf, pour être un prétendant au titre. Selon toi, qu'est-ce qui leur manque à ces Pacers-là? Il leur manque en fait, je, je pense, déjà Indiana c'est une équipe League Pass. Je pense que c'est clairement une équipe League Pass. C'est peut-être pas le jeu le plus clinquant de la NBA, mais c'est un jeu extrêmement efficace. Je pense que c'est que leurs deux All-Stars, puisqu'ils ont quand même fait du trade de Paul George. On disait la franchise va, va, va se casser la gueule et finir dans les bas-fonds de la conférence Est. Ils ont toujours été en playoff depuis cette période-là. Et dans ce trade-là, ils ont récupéré 2 All-Stars qu'ils ont fait naître, Oladipo et Sabonis. Maintenant, je pense qu'il faut que les deux apprennent à jouer ensemble, entourés de role-players, comme on l'a dit, des TJ McConnell, Jeremy Lamb, quand il reviendra dans quel état, Miles Turner, même Goga Bitadze, par exemple, les rookies, ça draft pas super mal du côté d'Indiana. Non, c'est de l'expérience collective en fait, parce que de l'expérience, ils en ont, hein, clairement. Et tous les ans, ils vont en playoff, tous les ans, ils se battent en playoff. Bon, l'année dernière contre Boston, c'était pas génial, mais on se rappelle de la série contre Cleveland il y a 3 ans maintenant, 2 ou 3 ans. 2 ans, je crois. 2 ans, ouais. Non, maintenant, ce qui va manquer, ça va être. Je pense aussi la concurrence va s'endurcir un peu, notamment défensivement, ils sont costauds, donc être un petit peu plus clinquant offensivement pour espérer passer ce cap, même si ça reste quand même ça reste très sérieux au-dessus. Et à suivre, tu l'as dit, équipe League Pass, en tout cas, équipe vraiment Bah, séduisante aussi à c'est une suivre. équipe qui bosse bien. Quand Manu parlait des équipes, par exemple, dans les bureaux, c'est le bordel, comme ça peut être à Chicago, ça ne l'est pas du tout à Indiana, parce qu'ils se remettent tout le temps en question et au final, ils font les bons choix. Manu, pour terminer Moi, sur. juste pour dire, il y a un joueur, on n'a pas parlé, c'est TJ Warren, qui fait une très, très, très bonne saison, je trouve. Meilleur scoreur, ouais. Lui aussi. Belle C'est pas lui qui intégration. s'était embrouillé avec Butler là, cette année? Oh, si, c'est lui. Ouais. Si, c'est lui. He's C'est not pour, even in my Donc voilà, league. belle intégration en collectif. Non, ça prouve aussi le mental du mec Des joueurs comme ça. ça fait du bien dans une équipe d'avoir des joueurs comme ça qui n'ont pas peur d'aller au front. On va terminer, les gars, si vous le voulez bien, cette émission avec une franchise à l'Est encore qui est un cran au-dessus des Pacers dont on vient de parler, c'est Miami. Le Heat de Miami, 4e au moment où on enregistre l'émission. Et est-ce que, alors, j'ai posé la question sur les réseaux sociaux, sur Insta notamment. Il y a un de nos followers qui nous posait la question, est-ce que Miami, c'est pas la plus belle surprise de la saison finalement? 4e à l'Est. Est-ce que surprise ou au final, juste logique des choses, on les attendait peut-être pas aussi haut. On les attendait en playoff, mais peut-être pas aussi haut et aussi séduisant. Sam, je te vois hocher la tête de manière Ouais. indicative. Le Heat, plus belle surprise de la saison selon toi? Plus belle, je sais pas, mais ce qui est sûr, c'est que moi, personnellement, je ne les voyais pas aussi haut. Et pourtant, vous savez tout l'amour que j'ai pour Jimmy Butler. Et c'est vraiment pas si, c'est le principal, mais enfin, et encore, c'est pas le seul artisan de tout ce qui se passe, mais je ne le voyais pas emmener Miami si rapidement comme ça. Parce que tout simplement, il y a un truc qu'on n'a pas prévu, c'est l'explosion à ce niveau-là de Bam Adebayo. C'est une prise une progression qui est trop importante pour que, selon moi, ça soit quelqu'un d'autre qui chope le trophée d'MIP, parce qu'il y a le scoring, il y a la défense, il y a le playmaking.
Ses stats, c'est n'importe quoi. Tu te réveilles des fois le matin, tu caches son nom, tu te dis c'est les stats Il d'un fait des meneur. triples-doubles. Il est en 18, 9, 9, Il fait des des triples-doubles. triple par-ci, par-là. Défensivement, il est super dissuasif malgré son gabarit. Il est intelligent dans la lecture du jeu adverse, etc. Il a fait un bien, mais un bien si fou cette saison. Et là où je trouve Butler très intéressant, c'est que Butler, ça a beau être une tête brûlée, il est intelligent. Lui, il n'est pas là pour la gloire, il est là pour gagner et il sait un peu comment faire. Il me fait penser dans ce sens-là un petit peu à LeBron, en évidemment moins fort et moins impactant. Mais il a su se mettre de côté sur beaucoup de matchs pour laisser briller ceux qui étaient en train de briller sur le match, que ce soit Kendrick Nunn, que ce soit Bam Adebayo, Tyler Hero, Duncan Robinson. Et puis Spoelstra a retrouvé une identité de jeu qui était chère à Miami et qui, franchement, c'est magnifique. On vous a mis justement les stats de Bam Adebayo. Ça fait partie de. Tu as commencé direct avec lui, mais c'est vrai que comment ne pas parler de la saison de Bam on a parlé de pas mal de candidats MIP tout au long de l'émission. Lui, c'est peut-être le plus crédible. Sam, tu l'as dit, on vous a mis ses stats. Voilà, ça fait 39 double-double cette saison, 3 triple-doubles pour un pivot. Sophomore All-Star en plus. Alors, il y en a très peu qui peuvent faire ça. C'est des mecs comme du côté de Jokic, par exemple, qui est aussi complet, on va dire, à son poste de pivot. Là, bam, on ne l'attendait pas à ce niveau-là. Et au final, c'est lui qui porte, avec Butler, notamment, qui porte cette équipe de Miami à la 4e place. Antoine, le Heat, toi, tu les voyais aussi haut, aussi fort, aussi séduisants? Non, franchement, non. Comme Sam, je les voyais un petit peu plus bas, aux alentours de la 6-7e place, si je ne me trompe pas dans ces eaux-là. Mais non, voilà, c'est une super belle surprise. Ça joue dur, ça joue très très dur. Il y a une identité de jeu. C'est des pitbulls, c'est une équipe de pitbulls. Vraiment, il y a une équipe de compétiteurs. Et il y avait un super interview d'Eric Spoelstra justement qui en parlait sur comment Miami choisit ses joueurs. Et il encensait notamment les gars qui viennent de Kentucky, Bam Adebayo et Tyler Hero. Ouais. Et voilà, c'est ça, ça sait ce que ça veut, ça a une identité, ça drafte bien, parce qu'il y a un effectif qui est quand même très jeune, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de jeunes dans cet effectif. On voit Duncan Robinson, enfin même Bam Adebayo, on en parle comme si c'était un vétéran de 29 ans, 30 ans, mais non, il est super jeune, c'est un gamin. Je pense qu'on n'est pas prêt d'arrêter de parler de Miami en bien. Et ça fait un peu penser à Dallas au final. Ces équipes qui passent par des périodes un petit peu plus calmes, mais qui gardent leur coaching, qui gardent leur idée. Au final, ils se reconstruisent plus rapidement que des équipes qui bazardent tout. Manu, toi, cet effectif-là, alors comme d'habitude, les après, quand un gros joueur s'en va, c'est toujours compliqué. Là, forcément, LeBron qui était parti il y a quelques temps maintenant, mais on est passé par une période un peu de creux pour Miami et qui devait se refaire une identité. Il y a eu l'année dernière le départ de Wade aussi, qu'il a fallu gérer et qui était parti sur une saison adieu aussi, un peu comme, même si c'est pas comme on peut pas forcément comparer à Kobe, mais voilà, c'était une dernière saison d'adieu avec la dernière danse, etc. C'est toujours compliqué à gérer. Là, maintenant, ils sont enfin débarrassés de tout ça et peuvent s'exprimer plus tranquillement au final. Manu? Ouais, clairement, tout est clair. Là, quand tu vois cette équipe jouer, tu sais comment elle joue, tu sais où ça veut aller. Parce que cette saison, à l'intersaison, ils sont allés choper Jay Crowder et André Iguodala. Donc attention, malheureusement, on pourra normalement, Pas pour les playoffs, c'est ouais. ce qui normalement arrive, mais ouais, ils auraient été vraiment relous. C'était contender, ça voulait vraiment aller essayer de chercher une finale, ou en tout cas une finale de conf, parce que ça joue bien, ça joue dur, et voilà, il y a une belle identité. Spoelstra, bon, exceptionnel, on peut dire, à chaque fois, il fait partie des meilleurs coachs de l'NBA, il n'y a pas de souci là-dessus. Et voilà, c'est une belle équipe, bien reconstruite, très rapidement, je trouve, parce que, comme tu as dit, pendant pas mal d'années, ça avait une masse salariale monstrueuse, avec des joueurs un peu middle et surpayés. Ils sont bien contents de récupérer assez solide et ouais, le futur leur appartient à cette équipe aussi parce que voilà, il y a des jeunes à développer avec des joueurs confirmés. Donc très très solide cette équipe. Et ouais, ça nous séduit, Thomas, pour continuer sur ce hit.
On parlait du coach, hein, Eric Spoelstra, qui fait partie des meilleurs coachs de la ligue, hein, mais on peut plus le nier maintenant, même si on a toujours su plus ou moins, mais là, il faut vraiment lui mettre du crédit pour cette 4e belle place. Et effectivement, ça fait partie des contenders solides à l'Est, surtout quand on sait que l'Est, c'est quand même assez ouvert, mine de rien. Des Euh, contenders pour les finales pour les finales, ouais. de conf ou les finales NBA? Les finales de conf, parce que aller Oui, chercher de Oui, aller de conf. chercher après le Les euh, Bucks, c'est compliqué quand ouais, même. aller chercher des Bucks, c'est difficile, mais on sait que voilà, justement sur les finales de conf, ça aurait peut-être pu le faire et ça aurait remis un peu en lumière cette franchise historique qui est Miami. Thomas, toi, ton avis là-dessus? Moi, je pense qu'ils peuvent aller en finale de conf, c'est possible, hein. C'est une équipe qui est super bien coachée. Donc, et moi, je pense que les playoffs, ça joue particulièrement à ce niveau-là. Si t'as pas un bon coach, tu galères. Eux, ils ont l'avantage d'en avoir un très bon qui sait s'adapter, qui sait ce que c'est de gagner puisqu'il a déjà fait plein de fois avec Miami, qui est là depuis très longtemps, qui est habitué au fonctionnement de la franchise, etc. Et surtout, en fait, Miami, c'est une équipe qui est très complète, qui sait bien attaquer, qui sait bien défendre. Ils ont à chaque fois des joueurs qui peuvent marquer si un autre ne répond pas présent, etc. Je crois qu'ils ont 8 joueurs à plus de 10 points de moyenne, ce qui est énorme, je trouve. Donc franchement, je pense que, ouais, comme tout le monde a dit, l'avenir leur appartient. Et même déjà, dès cette année, si on revoit du basket, je pense qu'ils peuvent faire quelque chose. Et on leur souhaite. Mais à culpa, tout à l'heure, je parlais de Chris Dunn avec les Chicago Bulls et de sa déclat rookie de l'année. En fait, pas du tout. Je me suis emmêlé les pinceaux. On m'a dit dans l'oreillette, on parle bien du meneur du Heat, hein, Kendrick Nunn, qui, lui, pour le coup, s'estime candidat au titre de rookie de l'année. Il met en avant notamment à la place de Ja Morant, il met surtout en avant le côté collectif et les résultats collectifs qu'il peut avoir. Et c'est vrai que comment lui enlever ça, hein, 4e à l'Est. On peut pas lui enlever, mais de l'autre côté, tu as Ja Morant qui est franchise player de sa team et sa team est là en playoff actuellement. Donc, Je suis bien d'accord. C'est ce déclat. Moi, je ne suis pas son agent ni rien. je t'engueule pas, t'inquiète. Et si je pouvais lui parler, je lui dirais de se calmer légèrement parce que, effectivement, quand on voit ce qu'est fait Ja Morant à l'Ouest. Mais après, c'est énorme. Kendrick Nunn, il n'est pas drafté, il me semble. Non. Ouais. Donc, monstrueux. C'est n'importe quoi. C'est vrai. Voilà, les gars, on termine cette émission sur peut-être la plus belle, en tout cas la plus grosse, ou les meilleurs en tout cas de notre classement de ce soir, le Miami Heat 4e à l'Est. Je vous propose, les gars, d'enregistrer une autre émission courant de la semaine. Cette fois-ci, on montera encore plus haut dans le classement. On ira taper dans les meilleurs teams de l'Est et de l'Ouest, hein, de la NBA cette saison. Les gars, merci beaucoup d'avoir répondu présent encore pour cette émission. Merci à toi. Deux, trois petits trucs. Merci. Je vous rappelle que vous pouvez nous retrouver du coup sur les réseaux sociaux, sur Twitter, timeout-du8 on air, sur Facebook, timeout-NBA, puis sur Instagram aussi, avec pas mal de sondages et puis pas mal de contenu aussi. On a lancé un petit truc avec les résumés de l'actu sur Insta. Et puis voilà, sur Facebook, si vous nous écoutez le podcast en audio, rejoignez-nous sur YouTube avec tous les visuels qui ont été préparés par Flavien. Et justement, je voulais remercier Flav pour cette émission qui fête son Et on lui anniversaire. souhaite un joyeux anniversaire. Et oui, on ne pouvait pas quitter cette émission sans lui souhaiter un joyeux anniversaire en ce lundi. Joyeux anniversaire, Flavien. Les gars, merci beaucoup encore une fois. Ciao, on se donne rendez-vous dans la semaine. Et puis, à la prochaine. Bonne semaine NBA, même s'il n'y en a plus. On se rattrape comme on peut. Salut. Salut les gars. Allez, ciao.